Il y a des voix qui traversent le temps, des mots qui changent une vie en une seule phrase. Bienvenue sur Jim Rohn Sagesse, la chaîne dédiée aux enseignements intemporels de l'un des plus grands philosophes du succès. Abonnez-vous et commencez à construire la vie que vous méritez. Vous n'êtes pas perdu parce que vous manquez de talent. On ne vous a simplement jamais appris comment utiliser votre voix comme un outil pour changer la façon dont le monde vous voit. Dans des moments apparemment petits, une salutation dans l'ascenseur, une présentation en réunion, une seule opinion exprimée dans une foule, ce qui façonne la première impression n'est pas votre QI, pas votre diplôme, mais la façon dont vous parlez. Vos expressions faciales peuvent attirer l'attention, mais c'est votre voix qui fait que les gens s'arrêtent pour écouter ou s'en vont dans les premières secondes. Ce n'est pas de la chance ou du charisme inné, c'est une compétence. Et les compétences peuvent être entraînées. Dans une société rapide où les gens vous jugent en quelques secondes comme crédible ou oubliable, parler intelligemment n'est plus un bonus. C'est une exigence de base. Vous entrez dans une réunion. Vous n'avez pas ouvert votre dossier, listé vos accomplissements ou même été interrogé. Mais en quelques phrases d'introduction seulement, la personne en face de vous a déjà pris une décision silencieuse. Vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté ou quelqu'un qu'elle peut ignorer. Pourquoi certaines personnes attirent-elles tous les regards dès qu'elles parlent, tandis que d'autres sont ignorées, même quand elles ont raison? Parce qu'elles parlent clairement, avec structure et présence. Non pas parce qu'elles sont meilleures que vous, mais parce qu'elles ont entraîné une compétence que vous pensiez autrefois ne pas avoir. Ce n'est pas juste de la théorie. De nombreuses études, incluant celles de Princeton et Harvard, ont prouvé que les humains forment des impressions d'autrui dans les premiers 200 millisecondes après avoir entendu leur voix. Cela signifie que vous n'avez pas de seconde chance si vous perdez l'attention de quelqu'un dès le départ. Le ton, la clarté, le choix des mots, tout cela forme votre signature vocale. Et cette signature ouvre soit des portes, soit ferme silencieusement des opportunités que vous n'avez même jamais vues venir. Certaines personnes pensent à tort que parler intelligemment signifie utiliser des mots académiques ou sonner comme un présentateur de journal. Non, parler intelligemment signifie parler précisément, clairement et plus important encore, parler avec vérité sans avoir à élever la voix. Plus quelqu'un est confiant dans sa pensée, moins il a besoin de l'habiller de mots tape à l'œil. Sa voix porte du poids, non pas à cause de son volume, mais à cause de la profondeur du sens derrière chaque phrase. Cette compétence ne vous demande pas de changer qui vous êtes, de jouer un rôle ou d'imiter quelqu'un. Elle exige que vous compreniez comment fonctionne le cerveau de l'auditeur. Les gens écoutent parce qu'ils se sentent guidés, parce qu'ils ressentent de la structure dans la façon dont vous présentez vos idées, parce qu'ils croient que vous savez de quoi vous parlez et pourquoi c'est important. Les orateurs intelligents n'encombrent pas les conversations d'autopromotion. Ils les dirigent avec clarté. Vous n'avez pas besoin d'une voix exceptionnelle pour être percutant. Vous devez seulement maîtriser l'art de faire une pause au bon moment, choisir les bons mots et transmettre les bonnes émotions. Vous n'avez pas à beaucoup parler pour avoir de l'impact. Vous avez juste besoin que chaque phrase que vous dites serve un but clair. Connecter, provoquer la réflexion, délivrer un message que les autres ne peuvent facilement ignorer. Il y a une vérité souvent oubliée. Les auditeurs ne vous jugent pas par ce que vous savez, mais par comment vous l'exprimez. Une idée brillante, dite avec hésitation, vaguement ou sans direction, sera perçue comme manquant de valeur. Pendant ce temps, une pensée simple, délivrée avec confiance et clarté, peut changer la décision de toute une salle. Le problème n'a jamais été le contenu que vous possédez, mais comment vous le transformez en mots. Il y a quelques années, un homme nommé Karim travaillait comme responsable commercial dans une entreprise de taille moyenne. Il connaissait son secteur mieux que quiconque dans son équipe. Il lisait, il se formait, il arrivait toujours préparé. Pourtant, chaque fois qu'une réunion stratégique se tenait, c'était un collègue moins expérimenté qui captait l'attention de la direction. Karim ne comprenait pas. Il avait les données, il avait les arguments, mais quelque chose ne passait pas. Un soir, en rentrant chez lui après une réunion où ses propositions avaient été ignorées, il ressentit une pression familière dans la poitrine. Cette tension sourde qui s'installe quand on sait qu'on mérite mieux, mais qu'on ne sait pas comment le montrer. Il s'assit à son bureau, ouvrit son carnet et se posa une question honnête.
Est-ce que je parle pour informer ou est-ce que je parle pour connecter? Il se souvint alors d'une réunion récente. Il avait dit, mot pour mot, d'un point de vue organisationnel et stratégique à long terme, il conviendrait d'envisager une restructuration de nos processus de déploiement. Personne n'avait réagi. Pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que personne n'avait vraiment compris ce qu'il voulait dire. Ce soir-là, il décida de tout changer. Pas son expertise, pas ses convictions, seulement la façon dont il les livrait. Il commença à s'enregistrer, à écouter, à tailler. Il remplaça les formules longues par des phrases courtes et directes. Il apprit à faire des pauses. Il apprit que le silence entre deux idées n'est pas un vide. C'est un espace où la pensée de l'auditeur peut respirer. 6 mois plus tard, Karim présentait un plan à la direction générale. Il dit simplement « Notre processus actuel nous coûte du temps et des clients. Voici 3 ajustements qui peuvent changer ça dès ce trimestre. » La salle se tut. Le directeur général hocha la tête. Et pour la première fois, Karim ne fut pas ignoré. Il fut écouté. Ce qui avait changé, pas sa connaissance, sa clarté. Et la clarté, comme toute graine bien plantée dans un sol préparé, finit toujours par porter ses fruits. Ne confondez pas être naturel avec être négligent. Les orateurs intelligents ne parlent pas à l'improviste. Ils répètent, ils se préparent. Ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils créent une nouvelle version d'eux-mêmes dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Ils ne laissent pas les opportunités s'échapper dans un chapelet de « genre » ou « je ne suis pas vraiment sûr ». Ils respectent le silence. Ils savent quand parler et quand s'arrêter, parce qu'ils comprennent que dans un monde bruyant, ceux qui maîtrisent la retenue sont ceux qui sont entendus. Pensez aux leaders, aux orateurs et aux figures inspirantes que vous avez admirées. Ils ne récitent pas des lignes, ils racontent des histoires, ils ne font pas de conférences, ils guident, ils ne crient pas pour commander l'attention, ils parlent simplement. Et le monde se tait pour écouter, parce qu'ils ont transformé la compétence de communication en partie de leur identité. Vous le pouvez aussi. Tout grand changement commence par une petite chose. La conscience. Une fois que vous réalisez que bien parler n'est pas hors de portée, mais entre vos mains, vous commencez à prendre le contrôle de la façon dont les autres vous répondent. Vous n'avez pas besoin que les autres vous donnent de la crédibilité. Vous pouvez la construire, un mot, une phrase, une conversation à la fois. Au lieu de battre en retraite quand vous sentez que vous ne pouvez pas bien parler, entrez dans cet espace avec l'état d'esprit d'un étudiant discipliné. Vous lisez pour savoir, vous observez pour comprendre, vous pratiquez pour vous transformer. Et vous n'attendez pas une grande scène pour vous exercer. Vous vous entraînez dans les plus petits moments. Une salutation, un retour, une autoprésentation. Parce que les grands communicateurs n'attendent pas les opportunités. Ils les créent avec leur propre voix. Votre voix n'est pas juste un outil. C'est une déclaration de votre pensée. Et vous pouvez l'aiguiser comme une épée, l'adoucir comme une brise ou l'ancrer comme un rocher. Mais seulement si vous arrêtez de croire que vous n'êtes pas né pour bien parler et commencez à agir comme si c'était une compétence de survie, parce que ça l'est. Prenez un instant ici. Posez-vous cette question avec honnêteté. Dans les conversations importantes de votre vie, avec un client, un associé, un supérieur, est-ce que vous parlez avec l'intention de transmettre quelque chose de vrai? Ou est-ce que vous parlez pour remplir l'espace, pour paraître compétent, pour éviter le silence? Sortez votre carnet. Notez le nom d'une personne devant qui vous avez récemment manqué de clarté. Demandez-vous, quel était mon message central? Est-ce que je l'ai dit directement ou est-ce que je l'ai noyé dans des mots inutiles? La discipline commence par un seul regard honnête dans le miroir. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Vous avez juste besoin de choisir une phrase dans une conversation prochaine et de la dire sans détour. C'est suffisant pour commencer. Ce qui fait que les gens vous font confiance n'est pas le volume de votre voix. C'est comment leur cerveau réagit à chaque phrase que vous prononcez. La neuroscience a montré que les humains ne sont pas impressionnés par un vocabulaire complexe. Ils sont attirés par la clarté rythmique, par des mots faciles à traiter et avec lesquels leurs émotions peuvent résonner. Plus vous parlez de manière cohérente, intentionnelle et rythmique, plus le cerveau de l'auditeur vous perçoit comme digne de confiance, intelligent et crédible.
Il ne s'agit pas de l'art de parler en public. C'est un réflexe biologique. Le cerveau humain ne cherche pas la complexité. Il cherche la structure. Quand il entend une voix stable, avec des pauses naturelles et un langage accessible, il libère de la dopamine, le neurotransmetteur qui crée une sensation de plaisir. C'est pourquoi vous appréciez instantanément quelqu'un dès qu'il commence à parler, ou pourquoi vous vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un qui divague, parle trop vite ou ne fait jamais de pause. Ce n'est pas le contenu qui dérange les gens, c'est la façon dont leur cerveau est forcé de travailler trop dur pour suivre. Et à une époque où l'attention est une monnaie précieuse, tout ce qui fait travailler l'auditeur pour comprendre est rapidement rejeté. Des chercheurs en neurosciences ont découvert que le cerveau reçoit le langage plus efficacement quand il est délivré avec un rythme stable, une intonation naturelle et des pauses bien placées. Cela explique pourquoi les meilleurs orateurs ne se précipitent jamais. Ils contrôlent non seulement le rythme, mais le flux émotionnel. Ils savent quand baisser le ton pour construire la confiance. Ils savent quand faire une pause, non pas parce qu'ils hésitent, mais parce qu'ils veulent que vous sentiez le poids de ce qui vient d'être dit. Vous n'avez pas à parler lentement. Mais vous devez donner à votre message l'espace pour s'infiltrer dans l'esprit de l'auditeur. Une courte pause après une déclaration puissante n'est pas un manque de confiance, c'est de la stratégie. Un silence bien chronométré est l'arme du communicateur avisé. Il fait que l'auditeur cesse de se laisser distraire. Il le force à penser, à ressentir. Et ce que le cerveau est forcé de traiter, c'est ce dont il se souvient. Le ton est la couche extérieure qui enveloppe votre message. La phrase « je vais bien » peut avoir 10 significations différentes selon le ton. Dite d'une voix profonde et lente, elle transmet la certitude. Dite d'un ton haut et précipité, elle porte l'anxiété. Votre voix ne délivre pas seulement l'information, elle délivre l'émotion, et l'émotion est ce qui façonne la réaction. Les communicateurs avisés savent comment choisir un volume qui n'est ni trop fort, ni trop doux, juste assez pour être présent, sans être accablant. Ils savent comment souligner doucement les mots-clés pour guider l'attention de l'auditeur exactement là où il le souhaite, comme un guide pointant le chemin sans avoir besoin de pousser. Une seule phrase, accentuée différemment, peut complètement changer sa signification. Essayez d'accentuer chaque mot d'une même phrase à tour de rôle et vous découvrirez plusieurs interprétations distinctes. Les communicateurs avisés ne disent pas juste la bonne chose. Ils façonnent la perception de l'auditeur en choisissant quels mots resteront gravés dans la mémoire. Au-delà des mots, même votre respiration transmet du sens. Une respiration précipitée fait que l'auditeur ressent votre tension. Une respiration profonde et stable les fait se sentir en sécurité. Votre voix est un canal direct d'émotion vers le système nerveux de l'autre personne. Vous ne pouvez pas inspirer confiance si votre voix tremble, mais si vous apprenez à réguler votre respiration, votre voix se stabilisera. Et une fois que votre voix est stable, l'auditeur ressent votre présence et commence vraiment à écouter. Repensez aux grands discours qui ont traversé le temps. Personne ne se souvient de chaque mot, mais tout le monde se souvient du rythme, de la cadence, de l'émotion portée dans chaque phrase. Ce n'est jamais un don inné. C'est une compréhension profonde du ton et de l'émotion humaine. Une voix qui porte ne vient pas seulement des cordes vocales, elle coule à travers les convictions, portant croyance, espoir et certitude. Et c'est ce qui se grave dans l'histoire. Une étude a montré que les personnes qui parlent légèrement plus lentement, avec une intonation intentionnelle et des pauses opportunes, sont perçues comme plus intelligentes et plus dignes de confiance que celles qui parlent rapidement et sans contrôle. Vous n'avez pas besoin de traîner chaque mot. Vous devez juste donner à chaque message assez d'espace pour respirer, pour vivre dans l'esprit de l'auditeur. Se précipiter ne crée pas d'inspiration. Le calme, lui, fait que les gens s'arrêtent et prêtent attention. Et voici le point central. Le cerveau de l'auditeur ne se soucie pas de vos diplômes ou de vos accomplissements. Il réagit seulement à la façon dont vous parlez. Quand votre voix est claire, avec une emphase nette et une émotion correctement transmise, vous n'avez plus besoin de rien prouver. Votre voix elle-même devient la raison pour laquelle les gens croient en vous. Commencez avec 3 principes fondamentaux. D'abord, parlez un peu plus lentement, non pas pour remplir le temps, mais pour permettre à l'auditeur de suivre votre pensée. Ensuite, accentuez les mots clés, non pas pour embellir, mais pour guider l'attention.
Et enfin, sachez qu'en faire une pause, parce que le silence peut parfois porter plus d'impact que les mots. C'est ainsi que vous créez de la musique dans la communication, quelque chose qui plaît au cerveau et ouvre le cœur. Voici ce qu'il faut retenir de cette première partie du chemin. Votre voix est une compétence, pas un don. Elle se construit par la répétition, la conscience et la discipline, exactement comme un muscle qu'on entraîne chaque jour, pas seulement avant les grandes épreuves. La clarté n'est pas un ornement. C'est la fondation sur laquelle la crédibilité est bâtie. Et le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est la marque de celui qui contrôle l'espace sans avoir besoin d'élever la voix. Comme le semeur qui prépare son sol avant de planter, préparez votre voix avant chaque conversation qui compte. Le résultat ne se voit pas toujours immédiatement, mais la graine, elle, est déjà en terre. Les communicateurs avisés n'utilisent pas les mots pour montrer combien ils savent. Ils utilisent les mots pour aider les autres à comprendre ce qui compte vraiment. La brillance en communication ne réside pas dans le nombre de termes complexes que vous pouvez employer, mais dans la capacité d'exprimer des idées profondes en langage simple. Ce n'est pas juste une compétence, c'est le sommet de l'intelligence. Seulement quand vous saisissez pleinement quelque chose, pouvez-vous l'expliquer clairement, sans l'habiller de couches de jargon inutiles. Il existe une idée fausse, silencieuse, qui égare beaucoup d'hommes ambitieux. Ils pensent que parler intelligemment signifie sonner comme s'ils faisaient une conférence devant un panel d'experts. Ils insèrent du vocabulaire technique, des phrases académiques et des constructions longues qui forcent l'auditeur à deviner le message principal. Et ils ne comprennent pas pourquoi, malgré être factuellement corrects, leurs mots échouent à connecter. La raison est simple. Ils épuisent leur audience en lui faisant travailler trop dur pour comprendre ce qui aurait pu être présenté de façon naturelle. Einstein l'avait compris depuis longtemps. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le comprenez pas encore assez bien. Les penseurs affûtés visent toujours à rendre leur message concis et accessible. Ils ne parlent pas pour impressionner. Ils parlent pour transmettre. Et c'est cela, plus que tout étalage intellectuel, qui laisse une impression durable. Au lieu d'une formulation complexe et distante, l'orateur avisé dit simplement la même chose en 3 mots de moins. Même sens, mais l'un fait que l'auditeur se sent comme s'il passait un examen, tandis que l'autre le fait se sentir compris et ouvert à l'apprentissage. La simplicité ne dilue pas la profondeur. Au contraire, elle ouvre la porte pour que la compréhension entre. Les mots sont des outils. Si vous les utilisez comme des murs, les gens restent dehors. Si vous les utilisez comme des ponts, les gens avancent. Alors demandez-vous honnêtement, construisez-vous des murs ou des ponts avec vos mots? La simplicité n'est pas de la paresse intellectuelle. Elle exige une pensée plus aiguisée, des choix plus raffinés et la discipline d'enlever tout ce qui est inutile. Comme un sculpteur qui ne crée pas des chefs-d'œuvre en ajoutant plus, mais en taillant l'excès. Les communicateurs les plus puissants du monde ne parlent pas en énigmes. Ils parlent avec précision. Ils choisissent des mots courts et clairs qui frappent fort. Leurs phrases n'existent pas pour les mettre en valeur, mais pour débloquer quelque chose chez l'auditeur. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour changer la vie de quelqu'un. Vous avez besoin d'une phrase qui frappe là où pensée et émotion se croisent. Une erreur commune est la surutilisation du langage spécialisé, sous la fausse croyance que cela augmente la valeur personnelle. Mais en réalité, un vocabulaire excessivement sophistiqué dans une conversation quotidienne ne fait qu'aliéner l'auditeur. La communication n'est pas un concours académique. C'est un voyage de connexion entre deux esprits. Remplacé, j'aimerais exprimer ma perspective personnelle sur le sujet en discussion par « j'ai une pensée à partager ». Remplacé d'un point de vue organisationnel stratégique à long terme par « à long terme ». Vous ne sacrifiez pas le professionnalisme. Vous rendez vos mots accessibles et mémorables. N'oubliez pas le pouvoir des verbes forts. Au lieu de dire « il a pris une décision », dites « il a décidé ». Au lieu de « elle a procédé à fournir de l'assistance », dites « elle a aidé ». À chaque fois que vous coupez un mot inutile, vous affûtez votre message. Les communicateurs avisés n'essaient pas de dire plus. Ils apprennent à dire moins avec un impact plus grand. Thomas avait 34 ans quand il décrocha son premier poste de directeur commercial dans une start-up en croissance rapide.
Il était brillant, ses analyses étaient précises, ses projections solides, ses connaissances du marché indiscutables. Mais lors de ses premières réunions avec les investisseurs, quelque chose clochait. Il parlait pendant 20 minutes, couvrait chaque angle, anticipait chaque objection. Et pourtant, à la fin de chaque session, il sentait les regards se voiler, les stylos posés, les esprits décrochés. Un soir, après une réunion particulièrement longue où il avait tout dit sans rien faire passer, il rentra chez lui avec cette sensation familière d'avoir raté quelque chose d'essentiel. Il sentait une contraction dans le plexus solaire, ce nœud qui apparaît quand on sait qu'on a travaillé dur et que ça n'a pas suffi. Il prit son carnet et au lieu d'analyser ses données, il écrivit une seule question. Est-ce que je parle pour que les autres comprennent ou pour que moi je me sente complet? Il commença à observer les personnes qui captivaient les salles sans effort apparent. Elles ne disaient pas tout ce qu'elles savaient. Elles choisissaient, elles élaguaient. Elles gardaient l'essentiel et laissaient le reste au silence. Il décida de s'imposer une règle simple. Avant chaque intervention, identifier une seule idée centrale. Une seule, et ne construire que autour d'elle. 3 mois plus tard, lors d'une présentation décisive à un investisseur majeur, Thomas prit la parole. Il dit « Nous avons un problème précis, voici ce qu'il nous coûte, et voici comment nous le résolvons avec des résultats mesurables dès le premier trimestre. 30 secondes, 3 phrases. » L'investisseur se pencha en avant et demanda « Dites-moi plus ». C'était la première fois que Thomas entendait ces mots. La leçon qu'il avait semée ce soir de doute avait finalement germé. Non pas parce qu'il en savait moins, mais parce qu'il avait appris à dire plus avec moins. Et c'est cette discipline-là, la discipline de la clarté, qui sépare ceux qu'on écoute une fois de ceux qu'on veut entendre encore. Un message, même s'il est vrai, disparaîtra de l'esprit de l'auditeur comme une volute de fumée s'il manque de structure. En revanche, une phrase simple, étroitement organisée, restera comme une empreinte inoubliable. C'est parce que le cerveau humain n'entend pas seulement avec les oreilles, il reçoit à travers la logique. Et la logique exige un voyage à suivre, un début, un développement, une fin. C'est pourquoi les orateurs avisés ne se laissent jamais dériver au gré de l'inspiration. Ils ne déversent pas tout ce qui leur passe par la tête. Ils conçoivent leurs mots comme un architecte construit une maison avec une fondation ferme, un cadre clair, et chaque partie servant un but précis. Cela ne les rend pas rigides. Au contraire, c'est ce squelette qui leur permet d'être flexibles sans perdre le contrôle. Cela les empêche de divaguer, de se répéter, de parler sans jamais atterrir. Une conversation peut être courte. Mais si elle a un début, un milieu et une fin claire, l'auditeur se sent guidé. Un discours long sans direction, lui, ne fait qu'épuiser les gens, et il est oublié en quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour être mémorable. Vous devez parler de façon à ce que votre message reste vivant. Le modèle le plus simple et le plus efficace est introduction, contenu principal, conclusion. L'introduction pose la scène et capte l'attention. Le contenu principal délivre le message. La conclusion renforce ce qui compte ou incite à l'action. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est la structure utilisée par les présidents dans leurs discours, par les dirigeants dans les sommets stratégiques, par les avocats au tribunal, parce qu'elle s'aligne sur la façon dont le cerveau traite l'information. La structure en 3 parties crée un sens de complétude, de logique et de mémorabilité. Imaginez qu'on vous demande ce que signifie le leadership pour vous. Si vous répondez émotionnellement, sans direction, l'auditeur perd le fil en quelques secondes. Mais en utilisant la structure ouverture, développement, fermeture, en 3 phrases, vous pouvez dire « Le leadership n'est pas un titre, c'est de l'influence ». Un vrai leader écoute, dirige par l'exemple et inspire par la constance. Pour moi, le leadership ne réside pas dans la position, mais dans les valeurs que vous transmettez. Clair, concis, impactant. La structure accomplit ce que 10 phrases désordonnées ne peuvent pas. Elle transforme une idée en message avec du poids. Une autre stratégie hautement efficace est la règle de 3. L'esprit humain est attiré par les groupes de 3. Pas trop peu pour être vague, pas trop pour submerger. Je crois que cette idée a du potentiel pour 3 raisons. Elle réduit les coûts, elle s'adapte facilement et des données réelles prouvent son succès. Vous n'êtes pas juste clair. Vous donnez à l'auditeur un sentiment de certitude. La règle de 3 est partout.
dans les slogans, en politique, dans les présentations, parce qu'elle touche le point sensible du filtre d'information du cerveau. Une autre technique qui vous aide à rester concentré est l'utilisation de jalons, des phrases qui guident l'auditeur sur ce qui vient ensuite. Laissez-moi vous expliquer. Cela compte parce que il y a deux choses que vous devez savoir. Ces petits signaux créent un sens d'organisation, de direction et de fiabilité, avant même que vous plongiez dans votre message. L'auditeur n'a pas à deviner de quoi vous parlez. Vous le menez étape par étape, et c'est ainsi que vous le gardez avec vous jusqu'à la fin. L'un des outils structurels les plus puissants reste la narration. Une histoire courte, personnelle et bien choisie peut transmettre une idée complexe sans 10 arguments. Les histoires permettent à l'auditeur de se voir, de connecter émotionnellement et d'entrer dans un espace d'empathie. Mais une histoire ne fonctionne que si elle est étroitement connectée au message. Vous ne racontez pas une histoire pour le plaisir de raconter. Vous la racontez pour mener à une leçon, une valeur, une décision. L'histoire n'est pas un supplément, c'est le guide. Même dans des situations formelles, réunions stratégiques, entretiens, négociations, la structure reste la carte qui vous empêche de vous perdre. Sous pression, beaucoup de gens se répètent, divaguent ou dérivent du sujet. Mais si vous avez intégré la pensée structurée comme une habitude, vous saurez où commencer, quoi développer et comment conclure. Cela ne montre pas seulement du professionnalisme. Cela révèle la profondeur de votre pensée et le respect que vous portez au temps de l'auditeur. Vous pouvez commencer à pratiquer la structure aujourd'hui dans de petites conversations. Au lieu de commencer par « je pense », essayez. Il y a 3 choses que j'aimerais partager à ce sujet. Au lieu de tourner en rond, dites directement « le point principal ici est… » Et quand vous terminez, ne laissez pas votre propos en suspens. Atterrissez avec une emphase claire. Donc, ce qu'il faut retenir. Chaque fois que vous appliquez la structure, vous ne renforcez pas seulement votre compétence. Vous construisez l'habitude de la pensée ordonnée, une habitude qui élèvera chaque conversation que vous aurez. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux une seconde et posez-vous cette question. Lors de votre dernière conversation importante, une réunion, un échange avec un associé, une discussion avec votre équipe, est-ce que votre message avait un début clair, un développement structuré et une conclusion qui reste? Ou est-ce que vous avez parlé en cercle, espérant que quelque chose atterrirait? Ouvrez votre carnet. Choisissez une conversation que vous aurez dans les prochains jours. Définissez d'avance votre message central en une seule phrase. Ensuite, construisez 2 idées qui la soutiennent. Enfin, préparez une conclusion qui invite à l'action ou renforce la mémoire. Ce n'est pas de la préparation excessive, c'est le respect du temps et de l'attention de l'autre. Et c'est la différence entre être entendu et être simplement présent. Les gens supposent souvent que la confiance est quelque chose avec laquelle on naît. Comme si certains étaient naturellement capables de tenir une salle, de parler sans trembler, d'exprimer leur opinion même face aux doutes. Mais en réalité, la confiance n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est le résultat d'une répétition consciente, d'un choix d'avancer même quand la certitude est absente. La confiance ne tombe pas du ciel, elle se forge, petit à petit, par une action disciplinée. Un orateur qui porte du poids n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été nerveux. C'est simplement quelqu'un qui a appris à gérer ce sentiment. Ils n'attendent pas d'être pleinement confiants avant de parler. Ils commencent en étant encore incertains, et chaque fois qu'ils le font, ils font un pas de plus vers la stabilité. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fort avant de parler. C'est parler en tremblant encore qui vous rend vraiment fort. Votre voix ne reflète pas uniquement ce que vous ressentez. Elle reflète la maîtrise de ce que vous ressentez. Quand vous ajustez votre posture, que vous ouvrez vos épaules, que vous gardez la colonne droite et que vous rencontrez le regard des autres sans broncher, même si vos paumes transpirent, votre corps envoie un signal. Je suis présent, je ne me cache pas, je mérite d'être entendu. Et quelque chose d'étrange se produit. Pendant que votre corps exprime la confiance, votre esprit commence lentement à y croire. La confiance ne monte pas seulement de l'intérieur vers l'extérieur. Elle coule aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Agissez comme une personne confiante, et vous le devenez. Votre ton de voix est un indicateur clair de votre état interne.
Les personnes qui manquent de confiance terminent souvent leurs phrases avec une intonation montante, faisant sonner leurs déclarations comme des questions. Elles remplissent le silence avec des mots de remplissage sans sens. Ce n'est pas qu'elles manquent d'idées, c'est qu'elles hésitent à donner tout le poids à ce qu'elles veulent dire. Les communicateurs confiants, eux, baissent doucement le ton à la fin d'une phrase, comme s'ils posaient un point sur quelque chose qu'ils ont déjà validé. Pas besoin d'élever la voix, pas besoin de théâtralité. Juste une cadence ferme, inébranlable, qui ne demande aucune permission. Les mots de remplissage sont les ennemis silencieux de la confiance. Ils s'installent dans votre discours chaque fois que vous n'êtes pas clair ou que vous ressentez l'envie de remplir l'espace. Mais le silence n'est pas une faiblesse. C'est le signal de quelqu'un qui contrôle. Une pause d'une seconde avant de répondre montre que vous réfléchissez. Une pause après une phrase forte double son impact. Ceux qui manquent de confiance craignent le silence. Ceux qui ont de la présence l'utilisent comme partie de leur langage. La confiance, comme toute compétence, ne peut pas vivre seulement dans vos pensées. Elle doit être entraînée par l'action. Commencez avec de petites victoires. Offrez un commentaire en réunion. Posez une question claire dans un grand groupe. Enregistrez votre voix en train de présenter une idée. Réécoutez-la, non pas pour critiquer, mais pour raffiner. Chaque fois, vous construisez graduellement une nouvelle carte de réflexe dans votre cerveau, la carte de quelqu'un qui n'a plus peur de sa propre voix. Un outil puissant pour cultiver cette confiance est la visualisation. Avant un moment crucial, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et vous imaginez parlant clairement, calmement, avec impact. Sentez votre corps debout, ferme. Sentez les regards des autres converger vers vous avec attention. La visualisation n'est pas de la rêverie. C'est la façon dont vous recablez votre système nerveux pour performer mieux. Le cerveau ne distingue pas clairement entre une imagination vivide et une expérience vécue. Si vous vous voyez réussir suffisamment de fois dans votre esprit, votre corps commencera à agir comme si c'était déjà familier. Voici ce que cette deuxième étape vous enseigne. La clarté sans confiance ne suffit pas, et la confiance sans structure tourne à vide. Les deux se nourrissent mutuellement. La confiance se construit dans l'action, dans les petits moments, les conversations ordinaires, les interventions que vous ne reportez plus à plus tard. Celui qui répète tous les jours, même dans l'inconfort, accumule quelque chose que personne ne peut lui prendre. Un capital de présence. Une autorité naturelle qui ne dépend ni du titre ni du rang. Comme une plante qui grandit dans l'ombre avant d'atteindre la lumière, la discipline silencieuse d'aujourd'hui porte les fruits visibles de demain. Les grands communicateurs ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui savent écouter. Dans un monde qui devient de plus en plus bruyant, la personne prête à vraiment s'asseoir et écouter devient rare. Et cette rareté détient un pouvoir immense. Écouter n'est pas un silence passif. C'est une forme profonde de présence. Vous mettez de côté votre ego. Vous suspendez l'envie de répondre. Vous faites de la place pour vraiment comprendre ce qui se déploie dans la personne en face de vous. Et c'est cette empathie non dite qui vous gagne plus de respect que tout argument aiguisé ne pourrait jamais. Les gens admirent souvent les bons orateurs. Mais en réalité, ils font confiance aux bons auditeurs. Parce que quand vous écoutez bien, vous ne recevez pas juste de l'information. Vous envoyez un message. Je vous vois, je vous comprends. Je suis là pour connecter, pas pour gagner. C'est ce sens de sécurité que chaque être humain cherche en communication. Que ce soit lors d'un entretien, d'une négociation ou d'une conversation informelle, ce qui rend l'écoute précieuse n'est pas qu'elle vous aide à rester silencieux, c'est qu'elle vous aide à répondre de façon significative. Un auditeur qualifié ne hoche pas la tête par politesse. Il analyse le ton, ressent l'émotion, détecte ce qui n'a pas été dit. Il ne se précipite pas pour argumenter avant de comprendre pleinement. Il n'attend pas que l'autre personne finisse juste pour insérer son propre point de vue. Il observe, il reçoit. Et c'est pourquoi ses réponses portent profondeur et connexion et font que l'autre personne se sent vraiment entendue. Quand vous écoutez sincèrement quelqu'un, vous lui offrez un cadeau que très peu reçoivent jamais, l'espace d'être pleinement lui-même. Au travail, cela crée la loyauté. Dans les relations, cela construit l'attachement. Dans les interactions sociales, cela crée du magnétisme sans spectacle. Les gens qui ont été profondément écoutés se souviennent du sentiment.
et ils veulent toujours revenir à cette connexion. L'écoute intelligente préserve aussi votre énergie. Au lieu de réagir par instinct, vous répondez avec discernement. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de devenir défensif, vous pouvez faire une pause et demander « Je veux comprendre ce qui vous dérange spécifiquement ». Une seule question comme celle-là peut désamorcer la tension, changer le cours de la conversation et ouvrir la porte à une compréhension mutuelle. Ceux qui écoutent bien naviguent à travers la tension avec calme et à cause de cela, ils restent en contrôle. En entretien, le meilleur orateur n'est pas celui qui liste le plus d'accomplissements. C'est celui qui s'arrête pour écouter et identifie ce que l'autre cherche vraiment, puis répond stratégiquement. En vente, les meilleurs auditeurs ne font pas de pitch à partir d'un script. Ils vendent avec intuition, entendant les besoins non formulés. Dans les relations personnelles, les auditeurs profonds font que les autres se sentent vus, et cette sensation est plus forte que tout cadeau. Écouter n'est pas attendre votre tour de parler. C'est être pleinement présent dans le moment. Posez votre téléphone. Regardez la personne. Faites contact visuel. Écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec vos yeux, votre attention et votre conscience émotionnelle. Ce ne sont pas les idées faibles qui érodent votre influence. C'est la façon dont vous les diluez avec des mots inutiles. Des phrases comme « je pense juste que ça peut paraître stupide mais » ou « je ne suis pas entièrement sûr mais » n'apparaissent pas parce que vous manquez d'informations. Elles apparaissent parce que vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous-même. Et chaque fois que ces phrases glissent, vous vous excusez silencieusement pour votre présence, abaissant votre valeur avant que quiconque ait même eu la chance de vous répondre. C'est ainsi que beaucoup d'hommes talentueux transforment inconsciemment leur voix en écho faible et oubliable. Les communicateurs avisés ne demandent pas permission de parler. Ils parlent avec respect, d'abord pour eux-mêmes. Ils ne remplissent pas l'espace avec des mots vides, parce qu'ils comprennent que le silence porte plus de force que le bruit sans sens. Ces mots de remplissage ne sont pas un problème linguistique. Ce sont des symptômes d'incertitude interne. Quand vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dire, vous achetez du temps avec le bruit. Et c'est exactement ce bruit qui fait décrocher les auditeurs. Imaginez quelqu'un présentant une idée en réunion. Je voulais juste partager quelque chose. Ce ne sera être pas très clair, mais je pense qu'on pourrait être essayé une autre façon. Le contenu peut être valide, mais la voix manque de conviction. Chaque mot est enveloppé de défense. Chaque phrase attend l'approbation avant d'oser continuer. Comparez cela à quelqu'un qui dit simplement « Je propose qu'on essaye une approche différente. Voici pourquoi. » La différence n'est pas dans les données, elle est dans qui commande son langage. Le langage faible ne se manifeste pas seulement dans les mots de remplissage. Il se cache aussi dans vos ouvertures. La phrase « Je ne suis pas expert », mais coupe immédiatement votre autorité en deux avant même que vous commenciez. C'est de l'auto-sabotage déguisé en humilité. Et oui, il y aura encore des moments où vous tremblerez. Vos mains peuvent devenir froides, votre gorge peut se serrer. Mais plutôt que de voir ces signaux comme des preuves d'échec, voyez-les comme la preuve que vous sortez de votre zone de confort. Toute expansion vient avec tension. Ceux qui ont de la résolution ne battent pas en retraite à cause de cela. Ils continuent et laissent leurs actions redéfinir qui ils sont. N'attendez pas que les autres vous valident avant de faire confiance à votre voix. La croyance en soi ne peut pas être empruntée. Elle doit être construite de l'intérieur. Chaque fois que vous osez parler pour ce que vous croyez juste, même si les autres ne sont pas d'accord, même si votre voix n'est pas parfaite, vous renforcez la fondation de votre vraie présence. Les gens ne sont pas émus par le poli. Ils sont émus par l'authenticité concentrée. La confiance n'est pas un sentiment de facilité. C'est un engagement à se présenter même quand les choses semblent difficiles. Et si vous êtes prêt à vous entraîner, à endurer l'inconfort initial en échange d'une stabilité à long terme, vous réaliserez que vous ne parlez plus pour demander permission d'exister. Vous êtes pleinement présent dans chaque phrase, chaque respiration, chaque moment. Alexandre avait 31 ans quand il créa sa première entreprise dans le conseil en stratégie. Il était le plus jeune de sa promotion universitaire à se lancer seul, et il portait cette jeunesse comme un fardeau. Dans chaque réunion avec des clients établis, il commençait par s'excuser de sa propre présence. Je n'ai être pas l'expérience de certains acteurs du secteur,
Mais, ou ce n'est être pas la meilleure approche, mais voici ce que j'ai pensé. Il sentait une contraction dans la gorge avant chaque intervention, cette sensation de devoir mériter le droit de parler. Un jour, un client plus âgé lui dit quelque chose qui le marqua. « Jeune homme, je ne t'engage pas pour tes excuses. Je t'engage pour ta perspective. » Alexandre rentra chez lui ce soir-là et s'assit longtemps devant une page blanche. Il réalisa que ces mots de précaution, qu'il pensait être de la modestie, étaient en réalité de la peur d'être jugé, la peur d'avoir tort, la peur d'exister pleinement dans la conversation. Il prit une décision simple et difficile en même temps. Il allait parler comme si ses idées avaient de la valeur, pas parce qu'il en était certain, mais parce que douter à voix haute ne servait personne, pas même lui. Il s'entraîna, il enregistrait ses réunions et réécoutait comment il s'ouvrait. Il remplaça « je pense juste que » par « voici ce que je recommande ». Il remplaça « ça paraît peu, être naïf » par rien du tout. Le silence avant une idée forte est plus éloquent que toute précaution. 6 mois plus tard, il décrochait son plus grand contrat. Le directeur général qui le signait lui dit « Ce qui m'a convaincu, c'est votre clarté, pas votre CV ». Alexandre sourit. Il comprit ce jour-là que la crédibilité n'est pas un héritage. C'est une construction, une phrase à la fois, une conversation à la fois, un silence courageux à la fois. Votre valeur n'a pas besoin d'être défendue. Elle n'a qu'à être exprimée avec clarté. C'est tout ce qu'il faut. Les gens peuvent vous écouter à cause de comment vous parlez. Mais ils ne se souviendront de vous que s'ils ressentent la vérité derrière vos mots. Dans un monde saturé de discours polis et de scripts bien répétés, une voix authentique semble comme une bouffée d'air frais. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement. Vous devez parler en alignement avec qui vous êtes vraiment. Quand vos mots quittent le territoire de ce qui est approprié pour entrer dans le territoire honnête de ce que vous pensez et ressentez réellement, c'est là que vous touchez la partie la plus humaine de votre auditeur. Et vous laissez une marque bien plus profonde que toute technique de communication ne pourrait jamais produire. L'authenticité ne signifie pas tout révéler. Cela signifie choisir ce qui est le plus vrai pour vous et l'apporter dans la conversation sans porter de masque pour plaire aux autres. Les orateurs avisés n'essaient pas de paraître profonds. Ils ne forcent pas une citation pour paraître sages. Ils parlent d'expériences réelles, de doutes réels, d'erreurs réelles. Et c'est exactement pourquoi les auditeurs leur font confiance. Parce qu'au fond, tout le monde peut sentir la différence entre quelqu'un qui performe et quelqu'un qui est vraiment présent. Vous n'avez pas besoin de devenir une version parfaite de vous-même. Vous avez juste besoin d'être vous, mais la version consciente et intentionnelle. Quand vous dites « Je n'ai pas toutes les réponses, mais voici ce que j'ai appris de mes propres erreurs », vous ne vous diminuez pas. Au contraire, vous montrez une stabilité intérieure, un endroit où vous n'avez pas besoin de cacher l'imperfection pour être entendu. Les gens n'exigent pas que vous ayez toujours raison, ils ont juste besoin de savoir que vous êtes réel. Et souvent, un message imparfait mais sincère est plus persuasif qu'un discours poli vidé de toute émotion. L'authenticité vit aussi dans votre rythme naturel, non pas en imitant quelqu'un d'autre. Un ton plus grave ne vous rend pas plus crédible. Parler plus vite ne vous rend pas plus décisif. Ce qui fait que les gens s'arrêtent et écoutent, c'est votre rythme unique, un rythme qui porte non seulement des mots, mais votre esprit, vos émotions et vos valeurs. Les orateurs charismatiques ne sont pas convaincants parce qu'ils s'adaptent à un moule. Ils sont convaincants parce qu'ils parlent avec une voix qui n'a pas été filtrée pour l'approbation de masse. Voici une vérité inattendue. Le moment où vous arrêtez d'essayer d'impressionner, vous commencez à influencer. Parce qu'à ce moment-là, vous ne vendez plus quelque chose. Vous partagez simplement quelque chose que vous avez vécu. Et dans ce flux d'authenticité, votre auditeur ne se sent pas manipulé. Il se sent connecté. Et la connexion précède toujours l'action. Vous n'avez pas besoin d'une voix dramatique. Vous avez besoin d'un message qui vit vraiment en vous. Au lieu de parler de ce que vous pensez que les autres veulent entendre, commencez avec ce que vous devez dire. Une histoire qui vous a changé. Un échec qui vous a forcé à vous remettre en question. Une leçon qui a fait mal mais vous a fait grandir. Quand vous parlez d'un cœur façonné par l'expérience vécue, vos mots n'ont pas besoin d'être longs. Ils persistent quand même. Rappelez-vous,
Les gens ne se souviendront pas de chaque détail que vous avez dit, ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Et ce sentiment vient de l'alignement entre vos mots et votre présence. Quand votre discours, votre regard, votre respiration et votre énergie disent tout la même chose, les gens ne peuvent s'empêcher de vous croire, parce qu'ils n'écoutent pas seulement avec leurs oreilles. Ils écoutent avec leur intuition. Et l'intuition détecte l'authenticité plus clairement que tout microphone ne pourrait jamais. La compétence de communication d'une personne n'est pas révélée quand tout coule en douceur. Elle est révélée quand l'air se tend, quand le rythme cardiaque s'accélère, que la gorge se sèche et que tous les regards se tournent vers vous. L'entretien qui détermine votre avenir. La présentation devant une direction exigeante. La conversation difficile avec un associé. La réponse à une critique que vous n'avez pas vue venir. C'est là que votre voix porte plus que des mots. Elle devient le reflet de votre force intérieure. Et la différence réside dans une chose simple mais profonde. La préparation. Les communicateurs avisés n'attendent pas les circonstances idéales. Ils se préparent à rester stables dans les circonstances difficiles. Parce que quand la pression monte, vous ne pouvez pas compter sur la logique seule, à moins d'avoir entraîné vos réflexes mentaux à l'avance. Dans les moments de stress, vous ne montez pas au niveau de vos intentions, vous tombez au niveau de votre préparation. C'est ce qui sépare le sang-froid du chaos. La préparation ne signifie pas mémoriser des réponses. Cela signifie clarifier votre objectif, organiser vos pensées et entraîner le réflexe du calme. Un bon orateur sous pression entre dans toute conversation avec 3 ancres clairement définies. Que veux-je que cette personne comprenne? Que veux-je qu'elle ressente? Et quel est le résultat que je vise à atteindre? Quand vous avez ces 3 points en place, vous n'êtes pas ballotté par l'émotion. Vous entrez dans le moment avec intention, non pas pour tout contrôler, mais pour rester présent quoi qu'il arrive. Avant une présentation importante, ne répétez pas seulement le contenu. Répétez la stabilité émotionnelle. Fermez les yeux. Visualisez-vous debout devant la salle. Voix stable. Contact visuel ferme. Chaque mot soigneusement choisi. Imaginez-vous naviguant à travers la tension, disant ce qui doit être dit, et repartant en sachant que vous avez rempli votre rôle. Ce n'est pas de la rêverie. C'est de l'amorçage cognitif, une façon d'aider votre cerveau à se familiariser avec une situation pour qu'il ne panique pas quand le vrai moment arrive. Le cerveau résiste à ce qui lui est inconnu. Il se détend quand il reconnaît un scénario. Sous pression, ne parlez pas plus vite pour échapper à l'inconfort. Ralentissez, parce que la vitesse est l'ennemi du sang-froid. Utilisez des phrases courtes, des mots clairs, des pauses bien chronométrées. Ce rythme délibéré ne sert pas seulement l'audience. Il vous sert vous, il vous aide à retrouver votre propre souffle. Si quelqu'un devient agressif, ne réagissez pas sur la défensive. Faites une pause. Posez une question. J'entends que vous êtes vraiment insatisfait. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Une seule question comme celle-là peut transformer une confrontation en dialogue. Quand vous répondez avec curiosité au lieu de contre-attaque, vous ne désamorcez pas seulement la tension, vous récupérez la position de leadership dans la conversation. Dans un dialogue tendu, votre voix n'est pas une arme pour gagner. C'est un outil pour maintenir l'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Vous devez seulement maintenir un ton stable, un rythme constant et un contact visuel inébranlable. Les autres réguleront leurs émotions en réponse à la vôtre, à condition que vous mainteniez une présence ancrée. La pratique est la clé. Vous ne pouvez pas attendre d'être dans la tempête pour apprendre à rester immobile. Entraînez-vous dans de petits scénarios. Pratiquez parler clairement quand on vous interrompt. Pratiquez rester calme quand on vous questionne. Pratiquez prendre une respiration avant de répondre. Pratiquez écrire 3 points clés et les livrer de 3 façons différentes. Chaque répétition vous rapproche de la version de vous-même qui peut communiquer puissamment, même avec un cœur qui bat fort. Ce que les gens portent avec eux après une conversation difficile, ce ne sont pas les mots exacts que vous avez utilisés. C'est le sentiment que vous leur avez laissé dans les moments les plus intenses. Leur avez-vous montré un calme auquel ils pouvaient se fier? Avez-vous maintenu le respect malgré le désaccord? Avez-vous pu rester dans le feu sans vous brûler, ni brûler la personne en face de vous? Si oui, alors vous n'êtes pas juste un bon orateur, vous êtes un vrai communicateur, celui qui crée une influence durable là où ça compte le plus.
La persuasion ne consiste pas à faire que les gens fassent ce que vous voulez. C'est la capacité de les aider à changer volontairement leur état d'esprit, leur attitude ou leur comportement sans qu'ils se sentent manipulés. La différence entre pression et influence réside précisément là. L'une pousse avec force, l'autre ouvre des portes avec finesse. Pas de coercition, pas de contrôle, juste clarté, sincérité et concentration. Si vous voulez influencer quelqu'un, commencez par le faire se sentir entendu. Entrer dans une conversation avec l'état d'esprit « je dois gagner » est le moyen le plus rapide de perdre. Dès que votre ego prend le siège avant, la connexion prend l'arrière. Les gens résistent instinctivement quand ils se sentent imposés. Mais s'ils ressentent que vous vous souciez vraiment de ce qu'ils pensent, que vous êtes ouvert à comprendre la raison derrière leur résistance, vous déverrouillez leur volonté de changer sans jamais avoir besoin de pousser. Pour qu'une idée soit acceptée, elle doit passer par deux portes. La logique et l'émotion. Les communicateurs avisés ne s'appuient pas seulement sur la raison. Ils guident l'auditeur du sentiment vers la conscience avec clarté émotionnelle. Ils ne disent pas « vous avez tort ». Ils disent « j'avais l'habitude de penser comme ça aussi ». Et de là, ils partagent une expérience personnelle qui a changé leur perspective, permettant à l'auditeur de se sentir compagnon de voyage, pas adversaire. Ce sens de terrain partagé abaisse les murs et ouvre les esprits. La persuasion habile s'appuie rarement sur des formules en « je pense » ou « je crois ». Elle centre l'auditeur. Avez-vous déjà ressenti cela? Remarquez-vous que cela vous arrive? Ces questions ouvertes placent l'auditeur au cœur du dialogue. Et quand il sent que ce que vous offrez lui bénéficie, l'accord devient naturel. L'influence ne nécessite pas beaucoup de mots. Juste les bons, au bon moment. Une phrase bien chronométrée peut démêler tout un conflit. Un regard stable peut neutraliser la colère montante. Les personnes vraiment influentes ne cherchent pas à contrôler les conversations. Elles guident l'espace par une présence ancrée. Elles ne forcent personne à changer. Mais quand elles parlent, les autres se sentent inspirés à se transformer eux-mêmes. Aucune influence durable n'est construite sur la peur. Tout ce que vous obtenez par pression peut fonctionner à court terme, mais laisse derrière lui des blessures, des doutes, une résistance cachée. En revanche, quand vous faites que les gens se sentent vus, compris et respectés, ils veulent vous entendre à nouveau. Et dès ce moment, votre influence s'étend bien au-delà de cette conversation. Elle entre dans leurs pensées, leurs sentiments et finalement leurs actions. Ne confondez pas agression et force. Ce qui change la pensée de quelqu'un n'est pas la domination. C'est la façon subtile dont vous formulez une question. Une question bien placée peut ouvrir un horizon entièrement nouveau. Une pause intentionnelle peut accomplir plus qu'un long argument. Ceux qui influencent vraiment ne luttent pas pour prouver. Ils réveillent ce qui existe déjà, mais qui n'a pas encore été remué. Pour persuader sans pression, soyez ferme dans votre conviction et doux dans votre livraison. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Ne glissez pas dans le débat. Ne vous accrochez pas à avoir raison. L'objectif n'est pas de gagner la guerre de la logique. C'est d'inviter un alignement naturel. Et cela n'est possible que quand vous cessez de voir l'autre personne comme une barrière et commencez à la voir comme quelqu'un à un stade différent de compréhension, ayant besoin de guidance, pas de correction. La vraie influence ne vient pas du pouvoir. Elle vient du respect. Quand vous respectez votre auditeur, même s'il n'est pas encore d'accord avec vous, vous plantez une graine qui peut fleurir demain. Quand vous reculez au lieu de pousser, vous créez l'espace pour qu'il avance par lui-même. Et c'est la forme la plus durable de persuasion, non pas par les mots, mais par le caractère. Les gens ne se souviennent pas des données. Ils se souviennent de l'émotion. Ils ne sont pas émus par la logique tranchante, ils sont attirés dans une histoire. Un espace où ils se voient lutter, survivre et grandir. Un bon orateur peut vous faire hocher la tête, mais celui qui sait raconter une histoire peut vous faire changer de direction. C'est pourquoi la narration n'est jamais une simple décoration. C'est l'arme émotionnelle la plus puissante qu'un communicateur peut manier. Dans un monde où tout le monde essaie de dire quelque chose, celui qui sait raconter une histoire avec profondeur et vérité est celui qui fait vraiment s'arrêter les autres. Une histoire n'a pas à être longue ou élaborée. Elle a juste besoin d'avoir une âme, une expérience réelle, une émotion vécue, une vérité qui ne peut pas être simulée.
Parce que seulement quand vous touchez l'honnêteté en vous-même, pouvez-vous atteindre quelque chose de vrai chez quelqu'un d'autre. Une bonne histoire ne se contente pas d'inspirer. Elle construit un pont invisible entre l'orateur et l'auditeur. Quand vous dites « j'avais peur aussi », vous rapprochez les gens. Quand vous dites « j'ai échoué, mais j'ai appris ceci », vous ouvrez une porte que la raison seule ne peut pas franchir. L'auditeur ne se sent plus comme si vous lui parliez de haut. Il sent que vous avez traversé les mêmes peurs, les mêmes désillusions, et cela vous rend crédible au sens le plus profond. La narration avisée ne consiste pas à bien sonner. Elle consiste à choisir les bons détails. Vous n'avez pas à mettre toute votre vie sur scène. Un moment suffit. Un regard, une phrase, une tension dans la poitrine face à un choix difficile. Les grands narrateurs savent tailler. Ils ne disent pas tout. Ils disent assez et laissent suffisamment d'espace pour que l'auditeur remplisse le reste avec ses propres souvenirs, ses propres émotions, son propre sens. Ne racontez pas une histoire comme un souvenir. Racontez-la comme si vous la revivez maintenant. Amenez l'auditeur étape par étape, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. La tension dans votre poitrine en affrontant un choix. Quand vous la racontez avec pleine présence, votre auditeur vous rejoint là. Il ne se contente plus d'écouter, il fait l'expérience. Et c'est cette expérience qui reste. N'ayez pas peur de la vulnérabilité dans votre récit. Ce sont les parties brutes, imparfaites, parfois maladroites qui font que les autres se voient en vous. Les gens ne se connectent pas aux idéaux polis. Ils se connectent à la vérité. Ils n'ont pas besoin que vous soyez toujours fort. Ils ont besoin de savoir à quel point vous étiez fragile une fois et comment vous avez continué malgré tout. Une blessure racontée depuis un endroit de guérison porte plus de force que toute leçon théorique. Si vous voulez devenir un communicateur de vraies influences, ne collectez pas des mots sophistiqués. Apprenez à raconter une vraie histoire, petite, racontée d'un cœur ouvert, avec un esprit clair et une présence entière. Ce n'est pas juste une compétence, c'est du pouvoir, parce qu'au final, les gens ne vivent pas par la raison. Ils vivent par l'émotion. Et une bonne histoire est le bras qui porte cette émotion exactement là où elle doit aller. La communication intelligente n'est pas un tour que vous sortez pour impressionner. Ce n'est pas une compétence que vous activez seulement quand vous montez sur scène ou entrez dans une réunion à enjeu élevé. Si vous ne l'utilisez que lorsque cela vous bénéficie directement, vous limitez votre propre influence. Parce que la communication n'est pas une performance. C'est l'expression continue de votre présence, façonnée par comment vous pensez, ressentez et traitez les autres dans chaque moment ordinaire. Vous ne pouvez pas séparer vos mots de qui vous êtes. Votre ton, votre regard, votre respiration, votre langage, votre attention, tout cela reflète qui vous êtes dans le moment présent. La communication avisée ne vient pas de tactique, elle vient d'une clarté intérieure. Quand vous vivez avec clarté, vous parlez avec clarté. Quand vous vivez avec intention, vos mots portent du poids. Quand vous vivez avec intégrité, les gens sentent la sécurité dans la façon même dont vous vous exprimez. La communication n'est pas quelque chose que vous ajoutez à qui vous êtes. C'est le résultat naturel d'une personne qui a été travaillée de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous voulez que la communication intelligente devienne votre mode de vie, commencez par les plus petits détails. Comment dites-vous merci? Comment vous excusez-vous? Comment répondez-vous quand vous êtes mal compris? Comment restez-vous silencieux quand quelqu'un a besoin de parler? Ce ne sont pas des performances. Ce sont des réponses automatiques formées par vos valeurs profondes. Quand vous choisissez de vivre avec réflexion, vous n'avez pas besoin d'essayer de communiquer avec réflexion. Chaque mot que vous prononcez portera naturellement maturité, compassion et crédibilité. La communication n'est pas une veste que vous mettez pour paraître professionnel. C'est votre peau, la couche extérieure de votre moi le plus vrai. Et cette peau ne peut pas être fausse. Vous ne pouvez pas parler avec élégance si votre esprit est dans le chaos. Vous ne pouvez pas inspirer les autres si vous êtes rempli de doutes non résolus. Vous ne pouvez pas gagner la confiance de quelqu'un si vous n'avez pas d'abord appris à être honnête avec vous-même. Les mots ne portent du poids que lorsqu'ils sont enracinés dans une fondation interne, stable et forte. Parce que les gens n'écoutent pas seulement ce que vous dites. Ils ressentent qui vous êtes dans les silences entre vos mots. Celui qui vit avec une communication intelligente sait comment gérer l'espace émotionnel qu'il crée. Il ne parle pas pour évacuer sa colère, avoir raison ou impressionner. Il parle pour connecter, clarifier,
illuminer, guérir. Il sait quand avancer, quand reculer, et quand rester silencieux pour que les autres puissent s'entendre eux-mêmes. Et cela n'arrive pas quand la communication est utilisée comme outil de gain personnel. Cela arrive seulement quand la communication est vécue comme une façon d'exister avec qualité, jour après jour. N'attendez pas une occasion spéciale pour parler avec grâce. Pratiquez-le quotidiennement, dans les conversations décontractées avec vos amis, vos collègues, des inconnus, et surtout avec vous-même, parce que le langage que vous utilisez en interne façonne directement comment vous parlez au monde. Si vous vous critiquez souvent, vous attaquerez facilement les autres. Si vous apprenez à vous traiter avec bienveillance, vous deviendrez naturellement quelqu'un qui apaise les autres dans leurs tempêtes. C'est pourquoi la communication affinée commence toujours à l'intérieur. Quand vous faites de la communication intelligente un mode de vie, vous n'avez plus besoin d'impressionner. Votre présence commande déjà un respect silencieux. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour être entendu, parce que chaque mot que vous prononcez porte de la profondeur. Vous n'avez pas besoin de convaincre, parce que la façon dont vous vivez devient votre argument le plus persuasif. Les personnes dotées d'une vraie force intérieure n'ont pas besoin de dramatiser leur discours. Leur calme seul fait que les autres se taisent et prêtent attention, parce que la communication puissante ne vient pas du volume. Elle vient de la qualité qui rayonne de votre être même. La communication ne se termine pas quand la conversation se termine. Elle laisse un résidu dans l'esprit de l'auditeur. Un communicateur sage plante quelque chose de valeur chez les autres, un sentiment d'être compris, une nouvelle lueur d'espoir, un rappel doux, un éveil silencieux. Et pour faire cela, vous ne pouvez pas compter sur l'effort occasionnel. Vous devez vivre comme ça, chaque jour. La communication réfléchie n'est pas un objectif que l'on atteint. C'est le sous-produit d'une vie affinée par la conscience, la compassion et la responsabilité personnelle. Et souvenez-vous de ceci. Vous ne serez pas seulement remémoré pour ce que vous avez accompli, mais pour comment vous avez fait sentir les gens après vous avoir rencontré. Cet impact ne vient pas de la réputation, de l'argent ou de l'apparence. Il vient de la façon dont vous parlez, et plus important encore, de la façon dont vous vivez derrière vos mots. La communication intelligente n'est pas un moment de brillance. C'est une lumière stable et silencieuse qui illumine vos actions, vos relations et vos choix, chaque jour. Comme Jim Rohn le disait, ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez d'être meilleur. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez et revenez demain. Une nouvelle sagesse vous attend. Si cette sagesse vous a touché, abonnez-vous à Jim Rohn Sagesse. Chaque jour, une nouvelle leçon pour construire la vie que vous méritez. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer.